3, parlez. Nous venons de perdre nos 2 moteurs. Bon sang! Je parlais à un mort. On est loin de Gimli? Vous en êtes environ à 12 nautiques. Je vais déraper. L'équipage est à court d'options et à court de temps. Ces hommes sont aux commandes d'un avion de ligne de plusieurs dizaines de tonnes qui est en train de tomber comme une pierre. Dans un ciel calme au-dessus du Canada, le vol 143 d'Air Canada est à un peu plus de la moitié de son parcours entre Montréal et Edmonton, dans la province d'Alberta. Mesdames et messieurs, ici votre officier pilote de ligne. À bord se trouvent 61 passagers et 8 membres d'équipage. La journée est belle et claire, la température est de 24 degrés. Nous sommes le 23 juillet 1983. Ça avance, non? Rick Dion est mécanicien d'entretien d'avion chez Air Canada. J'allais à Edmonton avec ma femme, Pearl, et mon jeune fils, Chris, qui avait 4 ans. Pour nous, c'était le début de 2 semaines de vacances et on était ravis d'embarquer à bord d'un avion tout nouveau. Avec nos compliments. Super, Rob, merci. Tu viens dans le poste de pilotage? C'était mon premier vol sur un nouveau 767, car la compagnie venait d'en acheter plusieurs. Je reviens dans une minute. Ça m'intéressait d'aller dans le poste de pilotage pour voir comment cette nouvelle technologie s'inscrivait dans mon travail. Le commandant de bord s'appelle Bob Pearson. À 48 ans, il a passé plus de 15 000 heures en vol. Bonjour, mesdames et messieurs, nous sommes à vertical de Red Lake. Son officier pilote de ligne, l'OPL Maurice Quintal, en compte lui plus de 7 000. Entrez. Excusez-moi, messieurs. Je connaissais Bob Pearson par l'intermédiaire du petit aéroclub que je fréquentais à Saint-Lazare. Il faisait partie des gens qui faisaient du planeur et qui pilotaient aussi des ULM. On était parti en mettant cap au nord-ouest, par une journée claire et ensoleillée de juillet. Le plan de vol prévoyait qu'on monte à 39 000 pieds. Il y avait peu d'avions qui volaient à une telle altitude en 1983. On a demandé de grimper jusqu'à 41 000, ce qui nous a permis d'échapper au courant de jet qui venait de l'ouest. Ces hommes ont cumulé énormément d'heures de vol, mais très peu à bord du 767. À l'époque, il s'agit du gros porteur le plus à la pointe de l'avionneur Boeing. Une armée de microprocesseurs installés dans le ventre de l'avion gère automatiquement tant de fonctions que le poste de mécanicien navigant a été supprimé. Cet appareil, un des 4 767 qu'Air Canada a récemment acheté, n'a volé que 150 heures. Il y a une sacrée différence. Ça oui. Reset et Start sont ici. Le poste de pilotage était différent, dans le sens où les anciens instruments auxquels on était habitué avaient presque tous disparu pour être remplacés par des écrans à tubes cathodiques, des espèces de petits écrans de télévision. C'était un avion nouveau disposant d'une haute technologie, ce qui entraînait de gros changements, tant pour l'équipage que pour le personnel chargé de la maintenance. C'était un avion nouveau pour le commandant comme pour moi. À l'époque, j'avais 75 heures de vol sur 767, donc j'étais en pleine découverte. Les pilotes et le personnel de maintenance sont donc encore dans une phase de familiarisation avec ce nouvel avion. Le commandant Pearson explique à Rick Dion comment il a géré un petit problème de moteur lors d'un vol précédent. Donc on est redescendu et on a continué. Ça soulève un problème intéressant. Pression carburant? Comment ça se fait? L'alarme signale au pilote une pression dangereusement basse dans une des pompes à combustible. Il y a un problème de pompe. Le 767 a 3 réservoirs de carburéacteurs. 2 dans les ailes, utilisés systématiquement, et un au centre, utilisé uniquement pour les vols long courriers. Des pompes électriques aspirent le carburant dans chaque réservoir pour alimenter les 2 moteurs. Une pression faible peut indiquer simplement qu'une des pompes a besoin d'être réparée, mais elle peut aussi être le signe d'un problème plus grave, comme un manque de carburéacteur.
Plus de pompe avant. C'est juste une panne, je vous dis. Mais retentit une nouvelle alarme reliée cette fois à une pompe située côté gauche. Or, le FMC, l'ordinateur de gestion de vol, signale qu'il y a largement assez de carburant pour terminer le voyage. Le 767 est équipé de plusieurs jauges de carburant numériques, mais elles sont inutilisables lors de ce vol. Ces alertes n'ont aucun sens. C'est devenu plus intéressant lorsque le voyant de la deuxième pompe s'est allumé, celle reliée au réservoir gauche. Ça semblait franchement anormal que 2 pompes tombent en panne à bord d'un avion tout neuf. Nous avions donc un problème que nous ne comprenions pas. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu es peut-être à court de carburant dans le réservoir gauche. Je m'occupais du transfert de combustible et je savais que quand on essaie de vider un réservoir, le voyant s'allume de temps en temps jusqu'à ce que la pompe se réamorce et fonctionne à nouveau normalement. Pour moi, dans ce cas-là, c'était exactement ce qui se passait. Le commandant Pearson sait que si le réservoir gauche manque de carburant, c'est peut-être la même chose avec celui de droite. Déroutons-nous sur Winnipeg immédiatement. Bob Pearson veut se poser le plus tôt possible au cas où il serait à court de carburéacteur. L'avion est encore à plus de 1100 km de sa destination Edmonton. Et l'aéroport le plus proche de taille suffisante, celui de Winnipeg dans le Manitoba, n'est qu'à 190 km. On a vérifié la quantité de carburant à l'aide du FMC qui donnait des indications correspondant à la quantité prévue à ce moment du trajet par le plan de vol. Donc on a décidé de nous dérouter sur Winnipeg, où se trouve un grand centre de maintenance d'Air Canada. Centre de Winnipeg, AC 143. 143, parlez. Ron Hewitt est contrôleur depuis 28 ans. Nous avons un ennui. Nous demandons à rallier directement Winnipeg. Air Canada 143, autorisation accordée. Pour un direct Winnipeg, Descendez et maintenez à 6000. Descendez à votre initiative. Je lui ai dit de descendre à 6000 pieds quand il voudrait. Il n'a pas dit quel était le problème et ça ne me regardait pas. Je lui ai accordé ce qu'il demandait et je lui ai dégagé la route. C'était mon boulot. Nous quittons le 410. Bob Pearson descend du niveau de vol 410, soit 12 500 mètres d'altitude. Bon sang, elles s'arrêtent toutes. Mais les alarmes s'étendent à de plus en plus de pompes à combustible. Maurice Quintal demande au PNC, le personnel navigant commercial, de préparer un atterrissage d'urgence. cabine, nous avons un problème d'alimentation en carburant. Nous nous déroutons vers Winnipeg. Réunion du PNC dans l'office avant. J'espère que ça n'est qu'une fausse alerte. Rick, on a oublié quelque chose? Non, je ne crois pas. Bon. On a perdu le moteur gauche. La perte de ce moteur dissipe tous les doutes. Le vol 143 est en train de tomber en panne de carburant. Checklist atterrissage avec un seul moteur. Bob Pearson a été formé pour poser un 767 avec un seul moteur. Mais personne n'a jamais tenté cette procédure sans aucun moteur. Aussi, il compte se dépêcher de descendre pour ne pas être le premier à tenter une telle manœuvre. Pendant que Maurice Quintal passe en revue la checklist, le PNC prépare les passagers au pire. Mesdames et messieurs, ici votre chef de cabine. En raison de problèmes mécaniques, nous allons procéder à un atterrissage d'urgence. Veuillez rejoindre votre siège et attacher votre ceinture. Le personnel de bord a été formé pour faire face à ce genre de situation et certains d'entre nous ont déjà commencé à préparer l'avion. J'ignorais totalement, tout comme mes collègues, qu'il s'agissait d'un problème de carburant. Je n'avais pas la moindre idée de la raison pour laquelle on se déroutait sur Winnipeg. Approche et atterrissage, voler à 20 degrés. Compris. Pas de surpassement volé. Pendant qu'il passait la checklist en revue, les voyants de basse pression des pompes côté droit se sont mis à clignoter, comme ceux de gauche. Bob et Maurice s'affairaient sur le premier moteur qui s'était arrêté
et il ne regardait pas les voyants des pompes à combustible qui étaient juste à la hauteur de mes yeux. C'est pour ça que j'étais le premier à savoir que l'autre moteur allait s'arrêter. C'était quoi? Nous allons bientôt vous communiquer des instructions. Pourquoi je n'ai plus d'instrument? Nos jolis écrans d'affichage en couleur reliés au moteur sont tout simplement devenus noirs. Mesdames et messieurs, gardez votre calme et respectez nos consignes. Merci de ne pas fumer. Redressez votre siège en position verticale et serrez fortement votre ceinture. Ce que Bob Pearson redoutait vient de se produire. Il a perdu ses deux moteurs. À plus de 8000 mètres d'altitude et à 140 km de Winnipeg, c'est la panne sèche. Winnipeg, Air Canada 143. 143, parlez. Nous avons perdu nos deux moteurs. Quand les deux moteurs se sont arrêtés, je crois qu'il a proféré une insulte, et moi, je parlais à un mort. On avait appris en simulateur à gérer la panne d'un moteur. Mais on n'avait jamais appris à le faire pour la panne des deux, et je crois qu'aucun pilote n'avait été formé pour ça. Le 143 a perdu ses deux moteurs. Il était très improbable que quiconque en échappe, car je voyais qu'ils essayaient de tourner. Les moteurs ne servent pas seulement à fournir de la poussée. Ils approvisionnent aussi les commandes en électricité. En théorie, cet avion est donc désormais incontrôlable. Mais les gros porteurs modernes sont des espèces de couteaux suisses volants. Et le 767 a encore une dernière lame repliée quelque part. En cas de perte d'alimentation, il déploie automatiquement la rate, l'aéropompe. Elle est montée sur ressort, et l'hélice qui est installée dessus est à peu près de la taille de celle d'un petit Cessna 150. Le bras se déploie vers le bas, l'hélice tournée vers l'avant. Elle se met à tourner pour produire assez de courant pour alimenter les instruments principaux. C'est très calme quand on vole sans moteur. Bob Pearson sait que le temps presse. Il a besoin d'indications pour se poser sur la piste la plus proche. 143, je déclare un mayday. Il me faut un vecteur pour la piste la plus proche disponible. 143, bien reçu. Mais la panne des deux moteurs a une conséquence inattendue pour le contrôle aérien. Il a disparu. Il était là? On l'a perdu, il n'est plus sur l'écran. J'ai besoin du radar primaire. « 143, votre transpondeur n'émet plus. Nous essayons de vous repérer. » Le transpondeur fonctionne avec le radar secondaire. On reçoit un signal de l'avion qui nous permet de l'identifier. Les avions de ligne sont équipés d'un transpondeur, un appareil qui transmet des données codées que le contrôle aérien capte pour déterminer la position et l'identité de chaque avion. Mais lorsque le vol 143 perd son deuxième moteur, seuls quelques instruments sont alimentés par la rate, et le transpondeur n'en fait pas partie. En conséquence, le 767 disparaît de l'écran. Le vol 143 est à l'est de Winnipeg, mais personne ne sait exactement où, ni à quelle distance. Malgré son poids, un 767 privé de moteur ne tombe pas. Ses caractéristiques aérodynamiques lui permettent de rester en l'air, même s'il perd progressivement de l'altitude. J'essayais de calculer de combien de nautiques nous avancions par rapport à l'altitude que nous perdions. Sauf que Maurice Quintal n'a plus les instruments censés lui fournir les données dont il a besoin. Et depuis qu'il a perdu le signal de l'avion, Ron Hewitt ne peut plus les lui donner. Les contrôleurs installent en toute hâte un système leur permettant de détecter l'avion. Juste avant d'atterrir, vous entendrez « position de sécurité ». Obtempérez immédiatement et conservez cette position jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Il y a deux façons de se mettre en position de sécurité. Premièrement, penchez-vous vers l'avant, levez les bras et posez les mains. Bryce Bell est un homme d'affaires qui rentre chez lui à Edmonton.
Dès qu'on a annoncé qu'on faisait un arrêt imprévu à Winnipeg, j'ai aussitôt regretté les 2 verres que j'avais bu, car je me suis dit, tu vas avoir une fraction de seconde avant que cet avion n'explose. Et la décision que tu vas devoir prendre à ce moment-là dépendra de ta lucidité. S'il vous plaît, mettez vos affaires dans la pochette du siège de devant. Pendant qu'on expliquait la procédure d'urgence, les passagers étaient attentifs. Ils nous regardaient et ils faisaient attention aux moindres mots. Je n'aurais pas pu avoir de meilleurs passagers. Je crois que c'est lui. Oui, c'est lui. Comme l'équipement de l'époque ne permet pas de voir le vol 143, les contrôleurs utilisent le radar à l'ancienne, qui n'a pas besoin d'un transpondeur pour repérer les avions. J'ai dû allumer le radar classique à réflexion qui est nettement moins efficace. On ne s'en sert pas à moins d'y être obligé. Je l'ai. 65 nautiques de Winnipeg, 45 de Gimli. 143, vous êtes à 65 nautiques de Winnipeg et environ à 45 de Gimli. Pour la première fois depuis la perte du deuxième moteur, les pilotes savent quelle distance ils doivent encore parcourir. On devrait atteindre Winnipeg. Mais Maurice Quintal penche plutôt pour Gimli. Dans cette ville du Manitoba se trouve une base aérienne désaffectée et elle est à une quarantaine de kilomètres de moins que Winnipeg. Coup de chance, Maurice Quintal a servi sur cette base quand il était dans l'armée et il la connaît bien. 45 nautiques pour Gimli et la piste est longue. Y a-t-il des services d'urgence à Gimli? Négatif. Il y a une piste disponible, je crois, et pas de tour de contrôle. On n'a aucun renseignement. Bob Pearson doit envisager la possibilité d'un crash. S'il a la moindre chance de rallier Winnipeg, où les secours disposent de tout l'équipement nécessaire, il sait qu'il doit essayer. Dans ce cas, nous préférerions Winnipeg. Bien, 143, poursuivez sur ce cap. Nous avons tous réagi de manière très professionnelle. Nous avons discuté de la situation, mais à aucun moment nous nous sommes regardés. Nous avions tous peur de l'accident. Les parents tenaient leurs enfants et des gens écrivaient. J'ai compris par la suite que c'était des petits mots pour leur entourage, leur testament. C'était très éprouvant sur le plan nerveux. 143, vous avez le temps pour une question? Allez-y. Combien de personnes y a-t-il à bord? Il y a 69 personnes à bord. Mais Maurice Quintal, trop occupé, annonce un chiffre moins élevé. Il y a 33 personnes à bord. Équipage compris. Compris. Je dois demander combien il y a d'individus à bord. Je sais qu'il est occupé, je n'ai pas envie de lui poser de questions, mais je dois le faire, car l'avion pouvait s'écraser dans un lac ou sur terre. Et je me souviens m'être dit, super, cet avion peut transporter jusqu'à 300 personnes, mais il n'y en a largement pas autant à bord. J'avais des regrets par rapport à tout ce que je n'avais pas fait dans ma vie, à la façon dont j'avais traité telle ou telle personne et avec laquelle j'aurais dû être plus gentil, à ma stupidité d'avoir accordé une importance énorme à des trucs complètement insignifiants, alors que là, on vivait des moments vraiment graves. C'était vraiment terrible. Je me souviens avoir dit à une maman qui était avec son bébé que j'avais... une fille, Victoria. J'ai dit à cette dame que tout se passerait bien. Je l'ai fait et j'étais très fière de moi, de pouvoir être aussi franche vis-à-vis d'elle. Je lui ai dit que tout irait bien en la regardant dans les yeux. On est à quelle distance de la piste? À 35... Non, correction, 39 nautiques de Winnipeg. Reçu. Les contrôleurs visualisant l'avion, ils fournissent à Maurice Quintal les renseignements dont il a besoin pour savoir s'il est possible de planer jusqu'à Winnipeg. Quelle est votre altitude? 8500 pieds. 8500 pieds. À environ 2600 mètres d'altitude, le commandant Pearson voit leur destination. Winnipeg est à moins de 35 000 nautiques. Visuel. Mais Maurice Quintal a une mauvaise nouvelle. Bob,
Maurice surveillait calmement la distance qu'on parcourait et notre altitude grâce aux données transmises par le contrôle aérien de Winnipeg. Et en faisant ses calculs, il est arrivé à la conclusion qu'on n'atteindrait peut-être pas la piste. On fera peut-être encore 20 nautiques, mais on n'arrivera pas à Winnipeg. Compte tenu de l'altitude qu'il perd, le 767 s'écrasera à une trentaine de kilomètres de la piste. On est loin de Gimli? Vous en êtes environ à 12 nautiques. Où est-ce? Il va vers où? Sur votre droite. Tournez au cap 3, 4, 5. Il vous reste 10 nautiques à parcourir. Très bien. On y va. Je vais voir ma famille. Vous n'avez plus besoin de moi? Non, ça va. Ils ont la situation en main. Serrez bien vos ceintures. Quand je suis enfin allée m'asseoir, je me suis dit, cette fois, ça y est. Sors le train. Compris. L'OPL abaisse les trains d'atterrissage. En l'absence de toute puissance hydraulique, Maurice Quintal utilise tout simplement la gravité. Leur poids suffit à les faire sortir. Les deux trains principaux étant lourds, ils se déploient et se verrouillent aussitôt, comme le confirment deux voyants verts. Mais le train avant, plus léger, ne se verrouille pas. On a bien entendu les trains principaux descendre et se verrouiller, mais je ne savais pas que le train avant n'était pas verrouillé. C'était à la dernière minute. Et s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler à ce moment-là, on ne le mentionne pas. Le plus important, c'était d'atteindre la piste. Atterrissage 5 nautiques. Reçu. Aérodrome en visuel. À 9 km de Gimli, Bob Pearson et Maurice Quintal découvrent la piste sur laquelle ils doivent atterrir. Mais un nouveau problème surgit. On est trop haut. On va descendre trop brutalement et trop vite. Oui, je sais. Bob Pearson est presque à la hauteur de la piste, mais son altitude est trop élevée. S'il respecte la vitesse descensionnelle, il va dépasser la piste. Mais s'il réduit son altitude trop rapidement, l'avion va prendre de la vitesse et il ne pourra pas s'arrêter avant le bout de la piste. Lors d'une approche normale, les becs de bord d'attaque et les volets de bord de fuite permettent de décélérer en toute sécurité. Mais on ne pouvait pas les faire fonctionner puisqu'ils n'étaient plus alimentés par le système hydraulique. Je me demandais ce qu'on allait bien pouvoir faire. On en a parlé et on a envisagé deux possibilités. La première consistait à faire un tour complet pour réduire l'altitude. Mais ça allait prendre environ 3 minutes et on avait déjà une vitesse descensionnelle de 2500 pieds minute. À 900 mètres d'altitude, l'avion est trop bas pour effectuer un tour complet. Il percutera le sol avant d'être revenu à l'aplomb de la piste. C'est pourquoi Bob Pearson choisit la deuxième solution. Bon, je vais déraper. Il décide d'effectuer une manœuvre appelée dérapage. C'est quasiment du jamais vu pour un avion de ligne. Mais les pilotes de planeur y ont parfois recours. Et Bob Pearson ne manque pas d'expérience sur ce genre d'engin. Je vais faire déraper l'avion jusqu'au seuil de piste, puis je vais redresser. Très bien. Pour se mettre en dérapage, il faut que les commandes soient croisées. Bob Pearson va obliger l'avion à partir en chute libre latéralement pour qu'il perde rapidement de l'altitude sans augmenter sa vitesse R. Il n'a encore jamais tenté cette manœuvre à bord d'un planeur, mais il va essayer de la faire à bord d'un Boeing 767. La seule façon dont je pouvais contrôler notre vitesse et notre descente par rapport à la piste consistait à augmenter la traînée du fuselage. Je l'ai fait en braquant la gouverne de direction et les gouvernes de profondeur de la queue et les ailerons des extrémités des ailes. Comme ça, j'ai fait avancer l'avion en crabe. Je pouvais moduler l'amplitude pour augmenter ou réduire notre allure ou augmenter ou réduire notre vitesse descensionnelle. Bob Pearson contrôle la descente en utilisant la gouverne de direction et les ailerons, afin de modifier l'angle d'inclinaison du 767.
Il dirige les ailes dans une direction en faisant tourner l'avion dans le sens opposé, c'est-à-dire qu'il vole en crabe. Tandis que le vol 143 s'approche du sol, Maurice Quintal découvre une chose à laquelle il ne s'attendait pas. La piste sur laquelle il s'était entraîné 15 ans plus tôt n'est plus une piste d'aviation. Pour l'heure, le commandant Pearson poursuit sa manœuvre. Et il sait qu'il n'aura droit qu'à une seule tentative pour se poser à Gimli. Il continue de tourner son volant vers la gauche et les gouvernes vers la droite pour faire déraper l'avion. On était assis au centre de l'avion. C'est une partie très solide et je me suis dit qu'on avait une bonne chance d'en réchapper. Mais quand il a commencé à déraper, ça a tout changé. Car si une aile touchait le sol, l'avion allait se mettre à tournoyer sur lui-même et on ne serait plus protégé. Le 767 perd rapidement de l'altitude en volant en crabe. En regardant sur ma gauche, je voyais très bien le sol. Ça tenait au fait que l'avion devait être incliné à environ 60 degrés. L'inclinaison transversale était très importante et le nez de l'avion était très relevé. C'était une situation délicate. Et si elle l'était pour moi, j'imagine ce que ça devait être pour les passagers. Ça devait être franchement bizarre. J'ai vu le bunker d'un parcours de golf et j'ai cru qu'on allait s'écraser. Bob Pearson s'efforce d'assurer un équilibre précaire pour ralentir suffisamment l'avion afin d'atterrir en toute sécurité. Mais s'il ralentit trop, le 767 va perdre toute portance et décrocher. Quand un pilote atterrit dans des conditions normales, il actionne les commandes de vol et les manettes de puissance en permanence. C'est le cas dans la plupart des atterrissages. Là, je faisais la même chose, mais sans les manettes. À ce moment-là, j'ai pensé à ma fille, Victoria, qui était seule avec mon mari, à la façon dont il allait devoir s'occuper d'elle et à la façon dont elle allait s'en sortir sans sa maman. Pendant son approche, Bob Pearson se concentre sur le seuil de piste. J'avais une visibilité comme je n'en avais encore jamais eu. Tout ce qui comptait, c'était notre vitesse et notre approche du seuil de piste. Mais à quelques dizaines de mètres du sol, Maurice Quintal découvre qu'ils ne sont pas sortis de l'auberge. La piste de Gimli a été transformée. C'est toujours une piste, mais pour les courses de dragster. Et ce samedi, jour de course, les badauds sont venus en nombre. Les courses sont terminées, mais les membres d'un club automobile de Winnipeg et leurs familles sont toujours là. Ils campent pendant le week-end. Deux enfants ont décidé de faire du vélo sur la piste. Ils n'entendent pas l'avion qui approche, car privé de moteur, il ne fait guère de bruit. Et s'il y a bien un équipement qu'on ne trouve pas à bord d'un 767, c'est un klaxon. Position de sécurité. Le nez a percuté bruyamment la piste, comme un fusil de chasse qui tire juste à côté de vous. Le train avant cède à l'impact. Bob Pearson freine au maximum, faisant exploser deux pneus. Et la partie inférieure du moteur droit se met à racler le tarmac. J'étais un robot, zéro émotion. Finalement, Bob Pearson découvre ce qui les attend. En levant les yeux, j'ai vu deux garçons à vélo. Ils devaient être à 300 mètres devant nous quand je les ai remarqués. J'ai vu un des gamins relever la tête. Il était surpris de voir ce gros avion. Je me souviens de leur air épouvanté. Ça veut dire que j'étais assez près pour le voir.
Privé du train avant qui permet de se diriger, Bob Pearson ne peut détourner l'avion d'un côté ou de l'autre qu'en modifiant la pression qu'il exerce sur les freins des trains principaux. C'est là que j'ai le cœur qui a commencé à accélérer un peu. Paniqués, les gamins essaient de prendre de vitesse l'avion qui déboule à 320 km/h. Je ne pouvais pas faucher ces deux garçons. Il fallait que je me déporte dans l'herbe. Il y avait des campeurs côté ouest. Je ne les ai repérés qu'après l'atterrissage, une fois le nez sur la piste. Je me souviens qu'ils étaient sur ma gauche, devant leur barbecue. Dino Calvert est sur la piste pour passer le week-end avec des amis. Le gars des stands a sauté dans sa voiture et il a détalé. Et normalement, on ne conduit pas comme il le faisait dans des stands. Alors j'ai levé la tête et j'ai vu de la fumée. Bob Pearson fait de son mieux pour stopper l'avion à temps. Bon sang! Le 767 percute un rail de sécurité dressé au milieu de la piste. Ça fume, Bob. « 17 minutes après être tombé à court de carburant, le vol Air Canada 143 s'arrête enfin. Ça va? Quelqu'un a crié « Youpi » et les gens ont commencé à applaudir. On était tellement heureux. On avait survécu. Quand vous pensez que vous allez vous écraser, vous supposez que l'avion va se désagréger, qu'il va y avoir un incendie. Évacuez! 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 Vite, il faut sortir! Une fumée épaisse remplissant rapidement la cabine, le PNC ne prend aucun risque et fait évacuer les passagers le plus vite possible. D'abord, ça a été la joie, puis la panique. Ça arrivait par vagues, et on s'est dit qu'il fallait qu'on sorte de l'avion. Moins de 2 mois auparavant, un DC-9 d'Air Canada s'était posé en urgence à Cincinnati et s'était transformé en boule de feu sur le tarmac avant que tous les passagers n'aient eu le temps de sortir. 23 personnes avaient trouvé la mort. L'équipage et les passagers du vol 143 veulent échapper à un tel sort. Il ne nous a fallu que quelques secondes pour nous immobiliser, mais le poste de pilotage était déjà rempli de fumée. Checklist, évacuation des passagers. Checklist, évacuation. Coupure carburant. Coupé. Pressurisation cabine. Coupé. Coupure électricité. Coupé. Checklist terminée. Sortons. Les gars, sortez les extincteurs! On a pris les extincteurs. On ne va jamais à une course sans en emporter un. Et on a couru vers l'avion. Les portes se sont ouvertes et on a vu les toboggans d'évacuation se déployer comme des pattes d'araignée. L'avion s'était arrêté, du moins à ce qui me semblait, presque posé sur le nez. En ouvrant la porte et en voyant le toboggan si raide, je me suis demandé comment j'allais convaincre les passagers de descendre. Compte tenu de la position inclinée de l'avion, les 2 toboggans arrière ne touchent pas le sol. Et une dizaine de personnes sont légèrement blessées lors de l'évacuation. J'ai entendu à la radio quelqu'un nous dire « Le 767 s'est posé correctement et il est en un seul morceau. » Et là, on a hurlé de joie. J'ai dit super, car tous ces gens dormiraient dans leur lit ce soir-là. Mais le nez de l'avion fume encore beaucoup. L'isolant d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur qui se trouve au niveau de la carlingue avait pris feu sous l'effet de la friction. Le PNC a une bonne nouvelle. Les 61 passagers sont sortis et il n'y a pas un seul blessé grave. Un coup de main? Oui, donnez-moi l'extincteur. Bob Pearson a réussi un exploit sans précédent. Il a posé un 767 sans moteur en planant depuis une altitude d'environ 8000 mètres. L'événement fait aussitôt la une dans le monde entier.
Mais très vite, les gens se demandent comment cet avion, un des plus sophistiqués au monde, a pu ainsi tomber en panne de carburant. Dès le lendemain, l'enquête commence. Bill Taylor et Diane Rochelot du BST, le Bureau de la sécurité des transports, sont parmi les premiers à arriver sur les lieux. J'étais une jeune ingénieure en mécanique. Je travaillais depuis 1 an pour le BST Aviation. C'était ma première enquête sur le terrain. C'était passionnant, nouveau et c'était sur un avion important. Une fois qu'on s'est penché sur l'indicateur de jauge de combustible, j'ai laissé Diane s'occuper du système informatique. De son côté, Bill Taylor doit tout d'abord vérifier ce que tout le monde lui affirme, à savoir que les réservoirs sont vides. Le technicien y récupère effectivement moins de 77 litres, alors que l'avion peut en embarquer environ 91 000. Ça revient à mettre 5 cuillerées de carburant dans une berline de taille moyenne. Ensuite, Bill Taylor cherche une fuite éventuelle. J'ai vérifié s'il y avait eu une fuite. Je suis même allé dans ce qu'on appelle le logement étanche de l'avion. Comme je suis un peu claustrophobe, ça ne m'enthousiasmait guère. Mais j'y suis descendu et j'ai constaté avec une lampe torche qu'il n'y avait aucune trace de fuite à cet endroit. Une seule conclusion s'impose, le vol 143 a décollé en n'emportant pas assez de carburant. Reste maintenant à savoir pourquoi. Diane Rochelot cherche d'abord la réponse à cette question dans la soute électronique de l'avion située sous la cabine. Le 767 était un avion dernier cri, doté de beaucoup de systèmes informatisés. En 1982, ces produits arrivaient à toute vitesse sur le marché, et ils étaient d'un genre nouveau. Diane Rochelot confirme qu'une unité informatisée, le processeur de la jauge de combustible numérique, ne fonctionnait pas correctement. En l'absence de pièces de rechange à Montréal, il n'avait pas pu être remplacé. L'enquêtrice l'emmène pour qu'il soit testé. Il avait été décidé que le processeur de la jauge de carburant serait emporté pour être testé chez le fabricant, Honeywell à Indianapolis. On m'a chargé de m'en occuper. On a effectué tous les essais et on a constaté qu'il y avait un problème de fonctionnement. Pendant les essais, on est allé de plus en plus en profondeur et on a découvert qu'un des circuits, une bobine d'induction, une pièce de très petite taille, avait été encapsulée chez le fabricant. Ça veut dire qu'elle avait été enrobée de plastique et que par conséquent, on ne pouvait plus la voir. Mais après avoir enlevé le plastique, on a constaté que la soudure n'avait pas été faite correctement et que c'était à l'origine du mauvais fonctionnement. La pièce défectueuse explique pourquoi Bob Pearson et Maurice Quintal n'avaient pas de jauge, mais pas pourquoi il n'y avait pas assez de carburant. Qui plus est, les instruments défectueux avaient été correctement signalés. Les techniciens au sol n'en avaient donc pas tenu compte lors de l'avitaillement, et les enquêteurs constatent qu'ils ont bien effectué une vérification manuelle avant le décollage. Qu'avez-vous fait après? On a fait une vérification manuelle des 2 réservoirs et on a pompé assez de carburant pour le voyage. Le vol 143 aurait donc dû décoller avec suffisamment de carburant. Merci. Ça nous aide. Les enquêteurs doivent découvrir comment un des avions les plus à la pointe de la technologie a décollé avec la moitié du carburant qu'il lui fallait. En effet, compte tenu de la panne des jauges, le contenu des réservoirs a bien été vérifié manuellement. Et le carburant nécessaire pour aller jusqu'à Edmonton a bien été pompé dans les réservoirs. Mais avant d'entamer cette opération, il a fallu exécuter un calcul très important. Les pilotes ont besoin de connaître la masse de combustible embarquée. Mais les camions effectuent le pompage en calculant le volume.
Pour que les pilotes et techniciens puissent communiquer, il existe une table toute simple d'équivalence entre poids et volume. Merci. Les enquêteurs vérifient plusieurs fois cette table. Et les fiches de carburant du jour de l'accident leur donnent la réponse qu'ils cherchent. Voici une fiche de carburant habituelle. Les enquêteurs examinent les calculs faits pour le vol 143. Et voici ceux du vol 143. Il s'avère qu'ils sont tout sauf limpides. Le document indique clairement la quantité de carburant des réservoirs gauche et droit. Mais deux chiffres attirent l'attention des enquêteurs. Le premier convertit les volumes en kilos, le deuxième en livres, l'unité de mesure employée en Amérique du Nord. Il n'aurait pas dû utiliser les deux. Avez-vous converti en livres ou en kilos? En livres? En kilos. Je peux revoir la feuille? Les enquêteurs interrogent à nouveau les techniciens et les équipages. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Il s'avère que l'accident est dû à une erreur humaine. Les mauvais calculs sont le résultat d'une formation inadaptée. Les techniciens ayant pompé le carburant du vol 143 se sont trompés d'unité lorsqu'ils ont converti le volume sortant du camion en poids. Et de tous ceux qui ont vu ces calculs ce jour-là, personne n'a remarqué cette erreur pourtant élémentaire. En 1988, les équipes au sol canadiennes avaient pour habitude de convertir les volumes en livres. Mais le 767 a été le premier avion de la flotte d'Air Canada à être équipé de jauges graduées en unités du système métrique. Le carburant n'aurait donc pas dû être converti en livres, mais en kilos. Le vol 143 avait besoin de 22 300 kilos de carburéacteur. Mais les pilotes et les techniciens l'ont laissé décoller avec 22 300 livres. Et une livre pesant environ 500 grammes, le 767 n'avait que la moitié du carburant dont il avait besoin. C'est ce qui explique pourquoi le FMC indiquait au commandant de bord qu'il avait largement assez de carburant. Bob Pearson n'avait pas entré la bonne quantité. Par le passé, c'était le mécanicien navigant qui calculait les masses de combustible. Et cet accident soulève donc une question cruciale. Qui, du commandant ou de l'OPL, devait s'en charger? Un incident de ce genre pose clairement le problème d'une formation plus efficace. Si tout le monde est formé et que les responsabilités de chacun sont clairement définies, il n'y a pas la moindre ambiguïté. Les gens savent de quoi ils doivent s'occuper. Mais dans ce cas précis, c'était flou. On ne savait absolument pas qui devait avoir le dernier mot au sujet du carburant. L'enquête démontre que personne ce jour-là n'avait été formé au calcul dans le système métrique. Ni les techniciens au sol, ni les pilotes. Ni les autres ni moi n'avions reçu de formation pour faire ce genre de calcul. L'ordinateur qui a remplacé le mécanicien navigant était en panne et personne ne savait qui devait faire son travail. En fait, il manquait quelqu'un à bord. L'objectif était d'éviter la répétition d'un événement similaire, d'autant que nous avons trouvé d'autres systèmes qui étaient soit défectueux, soit susceptibles de poser des problèmes par la suite. C'est ce genre de récurrence qu'on cherche à éviter. Bon. Une suite d'erreurs humaines et de problèmes mécaniques a provoqué la panne du 767. Mais une autre défaillance ce jour-là a peut-être sauvé des vies. Si le train avant n'avait pas cédé, la distance de freinage de l'avion aurait été beaucoup plus longue. Les conséquences auraient pu être catastrophiques si l'appareil avait roulé jusqu'aux gens qui étaient sur la piste. On aurait peut-être déploré des blessés et même des morts. Bob Pearson et Maurice Quintal ont été déclarés partiellement responsables de l'accident.
L'enquête a obligé Air Canada à revoir la formation de son personnel navigant et de ses techniciens au sol en matière de conversion dans le système métrique. Elle a également obligé la compagnie à stocker plus de pièces de rechange, comme les processeurs de jauge de carburant. Rick Dion a pris sa retraite en 2003 après une longue carrière de responsable de contrôle de maintenance chez Air Canada. L'OPL Maurice Quintal a été promu commandant de bord en 1989. Le commandant Bob Pearson a piloté pendant encore 10 ans chez Air Canada, mais les événements de Gimli ont été un tournant dans sa carrière. Cette expérience m'a marqué. Elle m'a principalement permis de me détendre et elle m'a donné le sentiment que malgré une formation longue et pointue, il y a toujours un doute qui subsiste quant à la façon dont on va se débrouiller dans un moment crucial. Après cet événement, j'ai acquis la sensation que tant que l'avion restait en un seul morceau, j'étais capable de le poser en toute sécurité. En fait, cette expérience m'a apporté de la sérénité. On sait que dans une situation tendue, on peut réagir. Avant, on ne le sait pas. On espère être en mesure de le faire parce qu'on s'entraîne pour ça, mais on ne peut pas le savoir. Vu ce qu'ils ont eu à affronter, ils s'en sont magnifiquement sortis. Ça a été démontré. Dans un simulateur de Vancouver, dans les mêmes circonstances, tous les équipages qui ont essayé se sont écrasés. Le plus important, ça a peut-être été la prise de conscience. Lorsqu'on met en place quelque chose de nouveau, il faut y porter une attention particulière et prévoir une formation propre à cette nouveauté. Les gens doivent savoir à quoi ils ont affaire. Une fois qu'on a été au sol et que l'avion était toujours intact, je me suis dit, j'ai droit à une nouvelle chance de voler. Après une tragédie comme celle-ci, on se sent vraiment libre. De ce point de vue-là, Gimli, j'ai du mal à le dire, Gimli est peut-être ce qui m'est arrivé de mieux après avoir rencontré ma merveilleuse épouse. 2 jours après l'atterrissage en catastrophe à Gimli, le 767 d'Air Canada redécolle pour Winnipeg pour être réparé. Un quart de siècle plus tard, cet avion est toujours en service. Et il a conservé le surnom que Bob Pearson lui a trouvé, le planeur de Gimli.